Est-ce que la nouvelle interface d'OpenAI, à savoir l'intelligence artificielle qu'on appelle ChatGPT, peut vous aider à rédiger vos écrits universitaires, ou du moins fortement vous aider? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui à travers ce tutoriel. J'ai creusé en long et en large cette AI et je vous en fais le récit aujourd'hui, espérant que ça vous sera utile. Et on commence tout de suite après ce très très court jingle. Alors, je vous présente ChatGPT, qui est vraiment la nouvelle intelligence artificielle qui a été créée par OpenAI. Et je vous mets là l'URL pour pouvoir y accéder. D'accord? Donc, vous pourrez je vous mets également l'URL en description de la vidéo, donc vous pourrez cliquer simplement et y accéder. Alors, en fait, par contre, il faut s'inscrire pour y avoir accès. Alors, je vous montre tout d'abord, lorsque vous aurez cliqué là, vous arriverez là, sur un lien, vous cliquerez et vous ferez Sign Up pour pouvoir vous inscrire. D'accord? Login, c'est quand vous aurez déjà des identifiants. Une fois que vous aurez fait Sign Up, vous allez arriver là, vous allez renseigner votre prénom ici et votre nom et vous allez continuer. Alors, ils vont vous demander également votre numéro de téléphone. Alors, pour la France, vous resterez là, c'est avec l'indicatif 33. Pour les autres, vous changerez ici. Et ensuite, vous cliquerez, une fois avoir mis votre numéro de téléphone, send code, et il vous enverra un code sur votre téléphone portable que vous devrez après ensuite insérer pour accéder finalement à l'interface ici. Voilà, l'interface principale du chat GPT ici. Alors, il faut savoir que l'AI actuellement rencontre une très très forte demande et c'est vrai qu'il y a un message en haut qui indique clairement qu'il y a des soucis actuellement de manière exceptionnelle. Il y a beaucoup trop de connexions et c'est vrai que l'AI souffre un petit peu. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre son mal en patience. Donc, s'il n'est pas accessible, vous pouvez y revenir un petit peu plus tard. Donc, elle se présente comme ça, en tout cas. À gauche, vous avez l'historique, mais qui n'est pas accessible. Ils l'ont désactivé parce qu'il y avait trop de demandes. Donc, en principe, vous avez ici l'historique de vos sessions. D'accord? Alors, il faut savoir qu'on interroge cette intelligence artificielle ici comme un chat où on va taper des questions et lui va nous répondre. Alors, il nous donne des exemples ici, vous voyez. Il nous donne des exemples et aussi ses capacités, également ses limites. D'accord? Alors, au niveau des exemples, par exemple, ils nous disent, vous pouvez taper la question, expliquer les computers quantum, l'informatique quantique, d'accord, dans des termes simples. D'accord? Par exemple aussi, on peut poser une question, donne-moi des idées créatives pour un enfant de 10 ans. Pour l'anniversaire d'un enfant de 10 ans. Également, comment je pourrais créer une requête en HTTP en JavaScript. D'accord? Également, pour les capacités, c'est vrai qu'il se souvient de ce que vous lui avez déjà dit, d'accord, dans la conversation. Ce n'est pas la peine de lui redire les choses. Il a une mémoire un peu conservative. Également, il vous permet de suivre vos corrections, d'accord? Et aussi, par contre, il va décliner tout ce qui est inadapté, d'accord? Par exemple, si vous lui demandez de vous dire quelle est la formule de la bombe atomique, il ne le fera jamais, d'accord? Ou par exemple, quelle est la formule du vitriol, par exemple, jamais il ne dira des choses qui vont à l'encontre de la société, d'accord? C'est pour ça qu'il y a une certaine capacité de contrôle, même si quand même on lui reproche certaine capacité de contrôle. Il n'a pas tout à fait le contrôle, mais en tout cas, il essaie, en tout cas, on lui apprend à avoir du contrôle sur ce qu'il doit dire et ne pas dire, d'accord? Et au niveau des limites, bien sûr, il faut être prudent parce que parfois, il part un petit peu en live et c'est un petit peu n'importe quoi, donc il peut donner aussi des informations qui sont incorrectes. Donc, il faut faire attention à ce qu'il vous dit, hein. Prendre avec des pincettes ce qu'il peut vous dire. Également, il peut occasionnellement produire du contenu qui n'est pas pertinent et qui est biaisé. D'accord? Donc attention à ça. Et également, une forte limite, c'est que le contenu est limité jusqu'à décembre 2021. D'accord? Donc tout ce qui relève de 2022 et de maintenant n'est pas pris en compte par cette AI. Donc tout ça sont des limites, en tout cas, actuelles. Alors il faut savoir que, bien sûr, ils sont en train de la mettre à jour et il faut savoir que dans les mois à venir, voire les années à venir, ça sera vraiment avec une grosse capacité. On parle parfois de 500 à 1000 fois plus puissant qu'elle ne l'est actuellement. Donc c'est quand même incroyable ce que nous promet cette AI. Voilà, en tout cas, ce sont des capacités vraiment très prometteuses. Alors il faut savoir qu'on l'interroge, comme je vous l'ai dit, avec le chat. On va taper dans le chat et on va voir immédiatement comment on peut faire. Alors, je vous montre, moi, plusieurs formules que j'ai tapées pour tester cette AI. Alors ici, vous voyez, j'ai commencé par lui demander en haut,
Trouve-moi un sujet de... Alors, on peut l'interroger en le tutoyant ou le voyant, hein, ça n'a aucune incidence. À vous de voir comment vous sentez de l'interroger. Moi, j'ai tapé trouve un sujet de recherche sur la qualité de vie dans la maladie d'Alzheimer. Alors, vous voyez, il m'a fait une réponse. Alors, en fait, en mode interrogation, il écrit au fur et à mesure. Et là, les réponses sont déjà tapées, mais en fait, il vous tape au fur et à mesure les réponses. Et aussi, vous pouvez l'arrêter. Il y aurait une fonction maintenant, soi-disant, pour pouvoir l'arrêter. Mais ça va assez vite parce qu'il répond assez brièvement quand même. En tout cas, voilà la réponse qu'il a pu me faire. Il m'a donné un sujet. Il a détaillé un petit peu, donc je trouve pas mal en tout cas. Ce qu'il m'a dit, c'est pas mal du tout en tout cas. C'est vrai que, donc, déjà, il arrive à vous dégager un sujet de recherche sur un sujet que vous lui donnez lui-même, d'accord? Vous pouvez remplacer maladie d'Alzheimer par votre sujet à vous, en étant beaucoup plus précis. Et à vous de voir si ce qu'il vous donne est pertinent, d'accord? Après, j'ai demandé qu'il puisse affiner un petit peu quand même. Et là, je lui ai quand même demandé, vous voyez, de me trouver 5 sujets sans détailler. Vous voyez, parce qu'il m'a fait l'explication, il m'a donné un sujet, mais il a détaillé. Et là, il m'a donné, vous voyez, 5 sujets beaucoup plus précis, qui sont aussi intéressants. À moi de creuser si c'est pertinent pour moi. Hein, d'accord? Donc, à vous à essayer peut-être de lui demander 5 sujets. Alors, si vous voulez qu'il détaille, vous lui dites, hein, trouve-moi 5 sujets en détaillant les sujets. D'accord? Et là, il va vous les détailler. Il faut être très précis et ne pas hésiter non plus à compléter ce qu'il vous a demandé. Comme il garde en mémoire, demandez des précisions sur ce que vous voulez plus précisément. D'accord? Vous pouvez toujours l'interroger en bas en rajoutant des trucs. Alors là, il a désactivé le try again. C'est-à-dire que vous pouvez aussi lui cliquer sur un bouton en bas, qui n'est pas actuellement là parce qu'il y a trop de demandes actuellement, mais il est là habituellement avec l'historique. Mais vous pouvez aussi taper Try Again sans vous rajouter du texte sur ce que vous voulez, mais pour qu'il puisse reformuler de lui-même, d'accord? Alors c'est ou Try Again ou alors Regenerate. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Donc à vous de voir si vous voulez faire, à vous de voir si vous voulez procéder comme ça, d'accord? Alors également, je lui ai demandé, dans un deuxième temps, de bien vouloir me rédiger une revue de la littérature sur la qualité de vie dans le maladie d'Alzheimer en fournissant des références issues d'articles scientifiques récents. Donc j'ai été très précis, vous voyez. Alors là, vous voyez, il a commencé à me rédiger une revue de la littérature que j'ai trouvé un peu générale, un peu généraliste. Et alors je ne sais pas si ces références sont pertinentes, mais ça sera quand même à voir. Moi, je trouve que c'est pas très pertinent ce qu'il m'a fait là. Et c'est pas très clair. Et puis, en plus, il ne m'en fournit pas de très précises. Hein. Alors, elles sont quand même récentes parce qu'il tape vers 2018 ou 2019. Mais c'est quand même, je trouve, assez général tout ce qu'il me dit. Et j'ai quand même un doute sur les références. Alors, j'irai voir. Mais en tout cas, toutes les références qu'il peut vous donner, c'est à vous à aller vérifier. Parce qu'aussi, il a tendance aussi à inventer des choses en produisant du contenu un petit peu inventé, d'accord? Il ne l'extrait pas de base de données scientifiques, vraiment. Donc, attention à ce qu'il peut vous donner. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Il a commencé, vous me voyez quand même, c'est quand même une revue de la littérature qui est assez basique. Hein. Elle n'est pas vraiment complète. Donc, c'est un début, en tout cas, un début de piste d'une revue de la littérature. Et puis, à vous, allez voir si vraiment ces références existent et qu'ils puissent vraiment vous les donner et aller les vérifier. D'accord? Après avoir fait ça, j'ai quand même demandé, mais peux-tu me fournir les références bibliographiques des études citées auparavant? Je lui donnais quand même de préciser, hein, voir s'il était capable de préciser. Il me dit, vous voyez, désolé, je n'ai pas les références bibliographiques exactes des études que j'ai mentionnées. Donc, il fait preuve quand même de capacité un peu d'adaptation. Il reconnaît que ce qu'il a dit, il ne sait pas vraiment citer les sources. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de grosses limites par rapport à ça. Alors, il dit, les études qui ont été mentionnées ne sont pas réelles. Donc, il avoue quand même que ce n'est pas réel. Il est important de noter que pour effectuer des recherches efficaces, il est crucial de consulter les bases de données de revues scientifiques pour des articles de recherche récents et pertinents sur le sujet qui vous intéresse. Il est possible de trouver des articles scientifiques en utilisant des outils de recherche comme PubMed, Scopus ou encore Web of Science, WOS, en utilisant des mots-clés pertinents pour trouver les articles les plus récents et pertinents pour votre sujet de recherche. Donc, il vous oriente quand même vers la bonne méthode. Et donc, il vous invite à ne pas prendre en compte ce qu'il vous a dit, hein, de manière textuelle, mais il vous invite à aller de vous-même en vous citant quand même les bases de données qui sont les plus connues, hein, PubMed, Scopus, également WOS. Donc, vous voyez, il reconnaît ses limites. Hein. Alors, également, ensuite, je vais demander de me fournir, suggère quelques questions de recherche pertinentes sur la qualité de vie de la maladie d'Alzheimer. Alors voilà, il m'a formulé, vous voyez, 5 questions assez générales sur le thème de la qualité de vie dans la maladie d'Alzheimer. Alors c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal, mais il faut savoir que ces questions, bien sûr, pour moi,
doivent être considérées comme étant des questions de recherche initiales, des questions de recherche de départ, d'accord? Ce ne sont pas des questions de recherche originales qui seraient issues d'une problématique de recherche, puisque bien sûr, une question de recherche finale, définitive, c'est après avoir creusé vraiment la revue de la littérature, d'accord? On ne peut le faire quand on connaît la problématique et qu'on a vraiment fait une vraie revue de la littérature. Là, pour moi, ce ne sont que des questions initiales de départ pour commencer à interroger un peu les bases de données et les moteurs de recherche, d'accord? Donc, en tout cas, ce qui m'a indiqué là, c'est pas mal, je trouve, hein. Les questions sont pas mal. Par exemple, la première, comment l'intervention en milieu de vie peut-elle améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladie d'Alzheimer et de leurs proches aidants, d'accord? Alors, c'est pas mal, hein. Mais en tout cas, ces 8 questions sont pas mal, je trouve, mais elles sont à creuser. Ce sont des idées, en tout cas, ils nous donnent des idées de questions de recherche initiales pour démarrer notre recherche. Alors, ils nous donnent une précision. Il est important de noter que ces questions de recherche ne sont pas exhaustives et peuvent varier en fonction des intérêts de recherche de chaque individu et des contextes de recherche dans lesquels il se trouve. Il est important de consulter les articles scientifiques, il nous redit ce qu'il a dit avant, récents et pertinents, pour la recherche, pour se tenir informé des dernières dévolutions, alors il y a une petite erreur, et tendances dans le domaine de recherche sur la qualité de vie dans les Alzheimer. Ok. Donc il met un bémol à chaque fois quand même, hein. Ensuite, je lui demande la question, je rédige un article sur la qualité de vie des aidants familiaux auprès des malades d'Alzheimer. Est-ce que tu pourrais m'écrire une introduction pour cet article scientifique? Alors, il m'a écrit une introduction que je trouve un petit peu limite, un petit peu bateau, et en plus, il n'y a aucune référence bibliographique. Je trouve ça un peu généraliste, un peu trop général. Moi, ça ne m'a pas trop plu, en tout cas. Il est resté trop vague et trop général. Alors, c'est pour ça que je lui ai demandé en dessous de développer. Peux-tu développer plus et citer des références d'articles scientifiques? Alors là, il a développé, alors il me répond avec courtoisie, hein, avec plaisir. Et là, il commence un petit peu à développer, vous voyez. Alors c'est pas mal au départ. Et là, il m'a cité une référence ici en 2017, puis une revue internationale, ok, d'accord, mais à contrôler quand même. Et aussi une étude là en 2018, ça serait quand même à contrôler quand même, hein, à voir. Alors en tout cas, c'est pas mal, mais il faut vraiment lui demander de pousser dans ses retranchements, en lui demandant de reformuler, de préciser, et aussi de citer des sources plus précises. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à aller beaucoup plus loin. C'est un petit peu ces questions pourquoi, en descendant au plus profond de ce qu'il y a dans les tripes, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. D'accord? Donc c'est vraiment la démarche qu'il faut adopter. Alors je vais demander là, je vous l'ai dit déjà, hein, on peut l'interroger en français ou en anglais, et il peut vous répondre en français ou en anglais. D'accord? Donc là, je lui ai demandé une question en anglais. Est-ce que tu peux réécrire le résumé dans le but qu'il soit plus compréhensif, par exemple, par des non-chercheurs? Alors là, je lui ai copié-collé mon résumé de mon article. Et après, donc, il m'a répondu en français. Alors là, il me met cet article scientifique trait de l'élaboration de la validation d'une échelle, ok. Alors je le trouvais pas mal, en tout cas, ce qu'il m'a dit. En tout cas, le but était de reformuler pour que des non-chercheurs puissent comprendre. Et je trouve que les termes qu'il a utilisés sont assez appropriés, justement, pour des non-initiés, par exemple, par exemple, pour une revue de vulgarisation, hein. C'est pas mal ce qu'il a dit, mais ça reste très général. Mais c'est le but, puisque je lui ai demandé de me dire de manière vulgarisée, en tout cas, qu'on puisse mettre à la portée, hein. Bien sûr que ce ne soit pas mon résumé qui était un petit peu ardu peut-être de l'article en anglais. Mais en tout cas, c'est pas mal en tout cas. La reformulation, il a réussi à le faire. Et ça, il peut vous le faire en français ou en anglais. Alors après, je lui ai demandé de me formuler, est-ce que tu peux me formuler 5 titres pour ce résumé, pour cet abstract? Et c'est pas mal ce qu'il m'a dit. Vous voyez, par exemple, le premier, adaptation culturelle et validation de l'échelle de qualité de vie d'Alzheimer pour les résidents de maisons de retraite en France. C'est pas mal, hein? Il m'a donné 4 après, c'est pas mal aussi. En tout cas, je trouve dans cette formulation de résumé, quand on lui dit d'être plus précis, je trouve que c'est beaucoup mieux. En tout cas, il est beaucoup plus précis dans ce qu'il nous donne. Et pour moi, je pense que c'est beaucoup mieux quand on lui demande des précisions. Vous voyez, quand on formule un truc et quand on va lui demander après de reformuler, de repréciser vraiment nos attentes. Et puis, il comprend très bien en gardant l'existant de ce qu'on lui a demandé auparavant, bien sûr. Donc, c'est pour ça que ça lui permet d'aller en profondeur et d'affiner ce qu'il veut nous dire. Après, je lui ai demandé de m'écrire, vous voyez ici, une introduction en anglais depuis le résumé que je lui ai donné avant. Alors, il me l'a donné, donc c'est pas mal finalement, mais je trouve que ça reste trop succinct. En tout cas, j'attendais beaucoup plus quand même, hein, de lui, hein. Alors, il a été très succinct, il m'a respecté le fait qu'il le mette en anglais, mais je trouvais vraiment trop succinct, l'introduction. Après, je lui ai demandé en français, rédige une introduction en se basant sur ce résumé-là que je vais copier-coller en anglais. D'accord? Donc, je vais copier-coller le résumé de l'introduction, pardon, de mon article en anglais.
Non, pardon, le résumé, l'abstract de mon article en anglais, et il était censé me faire en tout cas une vraie introduction par rapport en se basant sur le résumé, sur l'abstract. Et là, il me l'a fait, mais j'ai trouvé beaucoup trop succinct, vous voyez. Et puis, il n'y a aucune référence finalement. Donc, on ne peut pas trop se baser sur ça. En tout cas, on ne peut pas se baser sur un abstract pour que lui en déduise une vraie introduction avec des vraies références d'articles scientifiques et une vraie bibliographie. C'est pas possible, hein. Vous voyez, c'est trop succinct et trop général. Alors là, je l'ai mis. Rédige-moi une introduction sur la qualité de vie dans la Alzheimer en maison de retraite. Et là aussi, il a été très, très général, très généraliste. Et pour moi, ce n'est pas ce que j'attendais. D'accord? Alors après, je lui ai demandé d'aller un petit peu plus loin, de discuter des résultats. Et je lui ai copié-collé en fait tous les résultats de mon article scientifique. Et donc, je lui ai demandé un peu de me discuter de ces résultats, hein, parce que vous savez que ce qu'on a posé nos résultats, il faut en discuter, et souvent au regard de la littérature existante. Et aussi, il faut les interpréter. Alors, voyons les résultats, en tout cas, enfin la discussion qui m'en tire par rapport aux résultats que j'ai pu lui mettre. Alors, j'ai copié-collé ça, et lui, alors c'est vrai que mes résultats étaient un peu longs. Lui, voilà ce qu'il m'a mis. Alors, il me met ça, il me répond en anglais, d'accord? Alors, j'ai trouvé pas mal, par contre, j'ai trouvé pas mal. Il me dit, voilà, les résultats de cette étude-là indiquent que voilà, les chercheurs étaient capables de développer une échelle. J'ai trouvé pas mal, en tout cas, ce qu'il a pu indiquer pour une discussion. Mais ça reste quand même très général, toujours. Vous voyez? Il ne creuse pas. Pour moi, ça reste très généraliste. Et je lui ai demandé après, est-ce que tu peux, ici, est-ce que tu peux comparer ces résultats au regard d'autres études scientifiques, d'autres chercheurs scientifiques? Et là, il m'a clairement indiqué, vous voyez, ses limites. Je suis désolé, je ne peux pas me baser sur les études précédentes et des résultats précédents en me référant à eux, parce que je ne peux pas comparer ces résultats par rapport à d'autres études. Bon, voilà, il met ses limites. Il a été incapable, vous voyez, d'aller dans les bases de données, de comparer les résultats précédents à ce que nous avons pu dire dans notre étude. Vous voyez. Mais je peux dire en tout cas, en général, qu'en évaluant les propriétés de la qualité de vie, les chercheurs peuvent souvent comparer leurs résultats à des études précédentes qu'ils ont étudiées par rapport à d'autres populations. Vous voyez. Il reste de manière très générale quand même. Et puis il reprend un petit peu ce qu'il a déjà dit, vous voyez. Il a du mal un petit peu à creuser, à inventer de nouvelles choses, et en tout cas être dans la réalité, en tout cas notre étude, c'est très difficile pour lui actuellement. Or peut-être que dans la version 4, hein, sachant que la version 4, elle sera soi-disant 500 ou 1000 fois plus puissante, ils seront capables peut-être d'aller chercher, d'aller creuser dans la littérature antérieure et de comparer finalement ce qu'on a dit là avec les résultats précédents. D'accord? Mais à ce jour, vous voyez, ça n'est pas possible. Alors j'ai posé une question. Peux-tu me réécrire et améliorer ce passage en le conservant en anglais? Le but pour moi, c'est que je voulais tester ses capacités de réécriture. D'accord? Et là, c'est vrai qu'il a été bon, il a été meilleur dans tout ce que j'ai pu donner avant, dans les capacités de réécriture. Il m'a réécrit ce passage, en tout cas beaucoup mieux, je trouve beaucoup mieux formulé. Donc je trouve que dans les capacités de réécriture, que ce soit en français ou en anglais, il est bon. D'accord? Après, je lui ai demandé de me fournir, est-ce que tu pourrais me fournir en anglais 3 directions de recherche future dans ce sujet-là. Et je trouve que c'était assez pertinent, donc il m'a donné 3 idées de direction future, d'idées que d'autres chercheurs ou nous-mêmes pourrions mener dans la poursuite de notre étude. J'ai trouvé pas mal en tout cas. Ouais. En tout cas, notre thématique, peut-être que si vous tapez ça, peut-être pour vous, ça sera peut-être à cause de la plaque. En tout cas, c'est à vous à essayer peut-être de lui demander quelles seraient les 3 directions de recherche future que nous-mêmes pourrions mener ou d'autres chercheurs pourraient mener dans cette thématique pour poursuivre notre étude. Je trouvais ça assez pertinent par contre. Ensuite, j'ai poursuivi en lui demandant, est-ce que tu peux rédiger un communiqué de presse pour promouvoir notre article en partant de ce résumé? Alors, je vais copier-coller l'extract en anglais. Donc, je lui ai demandé, fais-moi un communiqué de presse, donc justement, pour pouvoir vendre notre article, pour pouvoir le communiquer auprès d'une presse locale ou internationale, mais en tout cas, pas trop scientifique, mais qu'on puisse promouvoir notre article scientifique. Bon, vous savez qu'il faut toujours promouvoir un article, on ne le laisse pas en état une fois qu'on l'a publié, on doit le promouvoir dans les journaux professionnels peut-être, c'est à nous à communiquer, mais en tout cas, je lui en ai de nous faire un communiqué de presse. Et là, il m'a fait un petit communiqué de presse, assez basique, assez succinct, mais je trouvais pas mal en tout cas, d'accord? Il me dit les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer en maison de retraite ont maintenant une échelle spécifique pour évaluer leur qualité de vie grâce à une adaptation en français de l'échelle QLDNH. Une étude menée par les chercheurs en France montre que cette échelle présente des qualités psychométriques acceptables en termes de validité et de fidélité. Cependant,
Des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer la sensibilité au changement et la réactivité de cette échelle, afin d'améliorer encore la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en maison de retraite. Voilà quelque chose de succinct, d'assez accessible, de vulgarisé, comme un communiqué de presse qui est pas mal. On pourrait lui demander peut-être aussi de régénérer, peut-être. Hein, d'accord, or, vous pouvez taper généralement autre chose, dis-moi en plus, ou alors en cliquant après sur régénérer ou try again. D'accord. Là, il vous dirait encore plus peut-être des choses pertinentes. Alors là, je lui ai demandé, en plus de me générer, peux-tu me générer un tweet de ce communiqué-là? Alors, il me dit, voici un tweet qui pourrait être utilisé pour promouvoir l'article en question. Alors, il me répond, nouvelle échelle de qualité de vie pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer en EHPAD en France, c'est pas mal comme titre. Hein. Les propriétés psychométriques de la version française de l'AQ à l'ADNH ont été évaluées avec succès et il me met 3 hashtags. Alors c'est pas mal, je trouve, hein, pour en tout cas un communiqué sur Twitter. Je trouve que c'est pas mal, en tout cas. Je trouve qu'il est performant, en tout cas à ce jour, pour faire des communiqués sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou autre. Hein. Je trouve en tout cas très pertinent pour faire des communiqués, des informations de presse sur les réseaux sociaux. En tout cas, à ce jour, il a vraiment ces qualités-là. C'est pas mal. Et après, je lui ai demandé, est-ce que... Alors, pour voir s'il y avait les capacités de recul, hein, est-ce que ChatGPT est éthique pour être utilisé par des chercheurs ou des étudiants à l'université? Alors, il me répond clairement, il y a des avantages évidents à utiliser un modèle d'IA tel que ChatGPT pour les chercheurs et les étudiants universitaires, tels que la capacité à accélérer la recherche en générant automatiquement des idées, des résumés de données, des références bibliographiques, des articles scientifiques. Alors là, j'ai un petit doute quand même, sur les articles scientifiques, ça me paraît un peu délicat, vu ce que j'ai montré tout à l'heure, il a du mal un petit peu quand même à articuler tout ça, et des communiqués de presse. Alors là, je suis d'accord sur les communiqués de presse, c'est tout à fait honorable. Cependant, il est important de considérer également les éventuels risques éthiques associés à l'utilisation de ce genre de modèle, tels que la possibilité de reproduire les biais existants dans les bases d'entraînement, de remplacer les travers qualifiés, il a quand même des capacités de recul, également de créer de fausses informations et de compromettre la confidentialité des données. Tout à fait d'accord. Il est donc important de continuer à surveiller les développements sur ces modèles, de s'assurer s'ils sont utilisés de manière responsable et éthique. C'est pas mal. J'aime bien en tout cas cette réponse qu'il me fait, tout à fait honorable en tout cas. Et il montre en tout cas qu'il a des capacités de recul, de contrôle sur ce qu'il est capable de faire et si c'est éthique ou pas. Voilà un petit peu ce que je vais vous montrer par rapport à ça. Et en tout cas, je voudrais vous dire par rapport à ça, vraiment, est-ce que c'est éthique ou pas? Alors, pour moi, c'est oui et non. Hein. Il y a quand même du pour et du contre, à savoir que c'est éthique dans le sens où, si ça peut vous aider, comme le ferait un petit peu un feedback que vous aurez fait votre encadrant, ou alors des reviewers après une évaluation par les pairs, alors là, c'est l'IA qui vous le fait, d'accord? Mais par contre, pour moi, c'est pas vraiment éthique si vous allez faire du pomper, si vous allez pomper le contenu, si vous faites des copier-coller après et que vous réutilisez pleinement ce que vous a donné l'IA. Pour moi, c'est pas éthique dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est une forte aide, mais à vous à l'utiliser avec modération et avec éthique et surtout avec intégrité scientifique. D'accord? Pensez toujours à si ce que vous faites relève de l'intégrité scientifique ou pas. Vous avez eu des cours sur l'intégrité scientifique, c'est un cours même obligatoire pour les doctorants. Il faut vraiment que vous preniez ça en compte. Alors, je voudrais vous faire maintenant, pour terminer, le pour et le contre. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Alors, au niveau du pour, sincèrement, voilà. Moi, je pense que c'est OK si c'est pour vous éclairer sur un sujet. Oui, on a bien vu que pour vous éclairer sur un sujet, il le fait très bien. Également, dans les capacités d'écriture et de rédaction, je trouve que c'est pas mal parce qu'il peut vous aider à peaufiner votre écriture et il le fait très bien pour reformuler. Également, il peut vous aider à réécrire des passages. Également, il peut vous aider à faire des résumés. Également, ça peut vous aider aussi à faire des résumés en français d'articles en anglais. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous pouvez lui copier-coller l'article, enfin le résumé en anglais, et lui il va pouvoir vous expliquer ça, vous le reformuler en français. En tout cas, il remplacera aussi les logiciels qui sont en anglais, peut-être comme Killbot et tout ça, qui sont des reformuleurs de paraphrasing et tout ça. Il peut très bien le faire sans que vous ayez à payer des logiciels comme ces fameux logiciels anglais, en tout cas, qui sont payants et assez chers. Également, il peut vous faire des suggestions de sujets de recherche, des suggestions de questions de recherche de départ, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des questions de recherche finales. Également, vous donnez des idées de titres,
et des directions futures. Ça, il est très très bon dessus. Également, là où il est très bon, c'est qu'il peut aussi faire de l'analyse de sentiments. Vous voyez, un peu ce que fait l'analyse des logiciels qualitatifs comme NVivo ou MassQDA. Il y a aussi des logiciels spécialisés. Alors, on est vraiment là dans l'analyse qualitative de données, d'accord? Dans l'analyse du discours, analyse du langage. Et là, il est quand même pas mal, je trouve, pour détecter les sentiments exprimés dans un texte. Comme par exemple, vous pouvez analyser peut-être des productions sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, peut-être pour ceux qui font de l'analyse de contenu. Je trouve que c'est pas mal en tout cas. Et il faut savoir aussi que c'est un préalable à ce que vous pourrez faire également R dans l'analyse de contenu, peut-être, l'analyse du langage. Et sachez également, je ne l'ai pas dit, mais il peut vous produire aussi du code sur R. Voilà, c'est vraiment très très perfectionné ChatGPT. Il peut aller beaucoup plus loin en tout cas pour des chercheurs même en informatique. Voilà. Également, en tout cas, moi je trouve qu'il peut aussi améliorer votre efficacité de manière globale dans certaines tâches pour faire les choses plus rapidement et avec plus de précision, sachant que ce que je vous dis là, c'est ce qu'il m'a dit quand je l'ai interrogé moi, mais quels sont les bénéfices pour des chercheurs et les apprentis chercheurs. Il m'a dit clairement, ça peut aider à améliorer l'efficacité de manière globale. Vous voyez que là, il en reste dans des généralités toujours. Hein. Mais je reconnais en tout cas cette aptitude à améliorer l'efficacité pour des chercheurs. Mais comme je vous l'ai dit, avec les limites de l'éthique et de l'intégrité scientifique. Alors, le pour et le contre, enfin le contre maintenant, hein, puisque je vous ai dit le pour, ce que j'en pense. Le contre, c'est que pour moi, il fait beaucoup d'erreurs. En tout cas, il vous donne du contenu inexact. Il y a beaucoup de contenu qui est produit de manière inexacte. Il faut vraiment faire très attention à ce qu'il vous dit là, parce que parfois c'est vraiment à côté de la plaque, et parfois c'est du contenu qui est inventé, produit et qui est totalement faux. Donc attention à ce qu'il peut vous dire. Contrôlez les sources, parce que parfois c'est vraiment inventé. Également, j'ai trouvé que tout ce qui était dit, enfin en grande majorité, c'était pas spécifique en tout cas. Il manque de spécificité. Ça reste très général. Et pour moi, il en reste trop dans des généralités. Il ne va pas au cœur des choses, vous voyez. C'est en ça que c'est un petit peu limite actuellement. Alors peut-être que dans les versions futures, dans la version 4, il va être beaucoup plus spécifique. Il rentrera dans le cœur du sujet. Mais pour le moment, pour moi, ça manque de consistance, ça manque de détails, d'accord? Il en reste trop dans des généralités. Également, il ne cite pas les références, vous avez vu? Ou alors il les cite mal. Ou alors il faut vraiment lui demander de citer les références pour qu'il le fasse. Et je trouve qu'il le ferait mal, en tout cas. Donc, il y a vraiment, par rapport à ça, pour nous, des scientifiques, ça manque de références, en tout cas. Si vous lui demandez des choses, il ne va jamais vous citer après, voilà d'où j'ai extrait les références. Il est incapable de le faire, d'accord? Alors, peut-être qu'il sera capable de le faire de manière probante beaucoup plus tard, mais à ce jour, il n'est pas capable de le faire. Également, vous l'avez compris, en conséquence, il n'a pas accès à des sources externes, d'accord? On ne sait pas très bien là où il va puiser. On pense qu'il reformule de lui-même le contenu du langage, mais il ne va pas puiser dans les bases de données comme Scopus, Web of Science, tout ça. Il n'est pas capable pour le moment d'en faire une synthèse. Également, se pose la question du copyright, vous l'avez bien compris. Hein. Tout ce contenu produit, il faut que vous, en tant que chercheur ou apprenti chercheur, il faut pouvoir citer la source. Et là, c'est pas possible. D'où il tire ses sources? Est-ce qu'il fait de la paraphrase ou est-ce qu'il fait du copier de mot à mot de sources existantes? On ne sait pas très bien. C'est pour ça qu'il y a un problème et il faut vraiment éviter le plagiat si vous faites du copier-coller de ce contenu qui est généré par cet OpenAI, hein, par ce ChatGPT. Il faut vraiment que vous le passiez après à l'anti-plagiat pour voir si ce que vous allez copier-coller n'a pas été extrait de source. Alors, on ne sait pas très bien, hein, mais vous ne pouvez pas omettre après de passer, si vous avez produit et tiré ce contenu-là, copier-coller, vous devez le passer à l'anti-plagiat pour voir vraiment s'il n'y a pas eu de source extraite d'un copier-coller bêtement. Hein, d'accord? Voilà ce que je vais vous dire par rapport à ça. Voilà, j'espère avoir été exhaustif. J'ai fait une synthèse quand même de ce qui était possible de faire, en tout cas pour des apprentis chercheurs, des chercheurs, depuis le début, comment on se pose une question, jusqu'au bout après, comment on peut tirer finalement des questions de recherche future de l'existant. Alors, tout n'est pas exhaustif, hein, bien sûr, on peut produire d'autres choses, mais je vous ai montré un peu comment on pouvait faire de manière globale. À vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Si vous avez d'autres idées, en tout cas, je vous invite à formuler, n'hésitez pas, est-ce que vous, en commentaire, n'hésitez pas vous à formuler ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez, d'accord? Et si vous comptez l'utiliser, dites-le moi en commentaire, je serai très curieux en tout cas de voir si vous l'utilisez déjà et si vous comptez le faire, si vous le découvrez, dites-le moi aussi. Mais je serai aussi content de savoir comment vous l'utilisez, des astuces peut-être que moi je n'ai pas évoquées là, qui pourraient peut-être m'intéresser à moi et d'autres chercheurs aussi, pour mieux utiliser cette nouvelle intelligence artificielle.
Voilà, j'espère avoir été synthétique et exhaustif à la fois. J'espère avoir trouvé un juste milieu. Et peut-être que je referai une vidéo par rapport à ça, parce qu'on aura plus de contenu, plus de mise à jour par rapport à cette AI aussi, qui va évoluer, bien sûr, hein, avec la nouvelle version. Et on verra ça. En tout cas, elle est censée nous aider. Et j'espère qu'elle pourra nous aider de manière éthique et intègre dans nos productions scientifiques. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.